Documentaire qui ne peut laisser personne indifférent. Pas besoin d'être parent ou grand-parent pour être mal à l'aise face à ce phénomène inimaginable qui nous fait nous poser évidemment beaucoup de questions. Armelle Le Bigot-Macot, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. On vous a vu dans ce documentaire. Vous êtes la présidente de la seule association qui se consacre exclusivement à la lutte contre la prostitution des enfants. Premier choc qu'on a en sortant de ce documentaire, ce sont les chiffres. 6 à 8 000 enfants qui se prostitueraient dans notre pays. Alors ça, c'est vraiment on est au cœur du sujet. Ce 6 ou 5 à 8 000 enfants qui se prostituent, j'ai d'ailleurs vu dans le reportage qu'on disait les chiffres d'Armelle. Non, c'est les chiffres qu'on a essayé de reconstituer parce qu'il n'y a pas une seule étude qui permette d'identifier quantitativement ce problème. Il n'y a aucun chiffre officiel. Aucun chiffre officiel qu'on réclame ardemment depuis pas mal de temps. Donc c'est des associations de terrain, une convergence de chiffres qui nous font faire cette espèce de fourchette qui est peut-être beaucoup plus élevée que ça, peut-être un petit peu inférieure, mais en tout cas, on est vraiment dans la zone. Comment on peut comprendre qu'il n'y ait aucun chiffre officiel? C'est vraiment ce tabou qui reste, ce tabou de la sexualité qui empêche totalement de faire des études plus poussées? C'est un tabou réel, mais vous savez, comme existait le tabou du tourisme sexuel impliquant les enfants il y a 30 ans, ça fait partie effectivement de ces sujets que notre société ne peut pas voir, d'autant moins ça concerne un peu tous les enfants et pas qu'une catégorie d'enfants. Oui, c'est ça, effectivement. Là, que ça puisse concerner tout le monde, ça n'est plus audible. Ça n'est plus audible. Et pardon, mais je pense qu'en effet, tous les professionnels vous le diront, on touche aussi à la propre sexualité des adultes et confronté à cette sexualité des enfants, c'est quelque chose de très difficile à aborder. Donc, je ne leur en veux pas. Je dis juste qu'il faut que tous ensemble, on essaye de visualiser ça. Et encore une fois, merci de mettre l'accent là-dessus, parce que nous, tout seuls, dans notre petite association, on a vraiment du mal à se faire entendre. Liana Gilles, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes éducatrice spécialisée à l'aide sociale à l'enfance. Oui. Vous accompagnez donc notamment des mineurs qui se prostituent. On le disait maintenant, effectivement, ça peut concerner un peu tout le monde. De quels jeunes on parle là, en fait? Pour le coup, on parle de jeunes filles qui sont de toutes classes différentes, vraiment. Et elles sont issues de tous les milieux. Très longtemps, les gens ont pensé que c'était uniquement un phénomène de banlieue. Ce qui n'est pas du tout, c'est pas juste une forme d'économie souterraine, comme on pourrait l'entendre comme ça. C'est plus vraiment un phénomène national. Ça touche toutes les jeunes filles de toutes les familles. Voilà, donc y compris des jeunes filles pas déscolarisées, pas des gamines en foyer. Pas obligatoirement. Voilà, des enfants qui peuvent Beaucoup d'entre elles ont été, à un moment donné, avant d'être en rupture scolaire, brillantissimes à l'école. Beaucoup d'entre elles ont des places différentes dans la famille. Elles peuvent être une aînée, elles peuvent être la cadette, ça dépend. Elles peuvent être issues d'une famille monoparentale, de classe moyenne. Elles peuvent être plutôt de famille bourgeoise, peu importe. Il n'y a pas de jeunes filles type qui pourraient basculer dans ce genre de conduite, en fait. Gisèle Georges, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes pédopsychiatre, vous exercez à Paris dans un quartier, j'allais dire entre guillemets, chic, favorisé de la capitale. Des jeunes filles qui se prostituent viennent vous voir, vous? J'ai les parents qui les amènent. Quand j'ai des jeunes filles qui ont été un peu harcelées, qui ne sont pas très bien socialement, qui sont brillantissimes et qui ne veulent plus aller à l'école, je leur pose la question, dans les facteurs qui t'inquiètent à l'école, est-ce que tu as subi ou est-ce que tu as dû subir des attouchements ou des choses sexuelles qui t'ont pas plu? Est-ce que tu t'es retrouvé dans des situations de prostitution? Je pose la question et quand on pose la question, on a des réponses. Claude Giordanella, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sexologue, vous participez au sein d'une association à des consultations pour des jeunes filles qui se prostituent. Ça s'appelle la consulte sexo. Là, est-ce qu'on y parle ouvertement, prostitution, ou est-ce que c'est un mot qu'on bannit? Alors, c'est pas un mot qu'on bannit, mais on ne l'utilise pas forcément en première intention. J'utilise beaucoup leur vocabulaire, je parle beaucoup d'elles et de leur vocabulaire. Alors ça peut heurter un peu les adultes et les soignants. C'est quoi leur vocabulaire? Leur vocabulaire, c'est escorte, beaucoup. Ouais. Parce que l'escorte, c'est très valorisant dans notre société. On a vu plein de documentaires sur les escortes. C'est plutôt sympathique, c'est entouré avec le luxe, avec les people, avec tout ça. Donc elles utilisent beaucoup le terme d'escorte. Ceci dit, on se rend compte que on est dans un échange économico-sexuel, c'est ce que j'appelle ça comme ça. Et elles parlent de leurs activités sexuelles, de leurs échanges, assez facilement. À la fois, elles viennent me voir pour ça.
Vous parlez aussi dans les termes de michetonnage. Oui, alors le michetonnage, c'est un terme assez ancien qu'elles utilisent aussi et qui est très utilisé aujourd'hui, notamment dans les chansons de rap, dans les télé-réalités, dans les... Voilà, qui recouvrent la même réalité. Et qui recouvrent la même réalité. Ce sont des jeunes filles qui, contre des faveurs sexuelles, reçoivent des cadeaux. Oui, donc ça veut dire qu'en utilisant ces termes-là plutôt que prostitution, elles ont un rôle un peu plus... valorisées dans cette histoire? Elles se sentent beaucoup plus dans la maîtrise. Voilà, c'est ça. Elles ne se sentent pas sous emprise de quelque chose. Elles ont l'impression de maîtriser beaucoup. Et puis la prostitution, c'est aussi un habit qui a dans notre société une représentation particulière. Ce sont des jeunes filles très jeunes, entre 12 ans et demi et 16-17 ans. Et c'est vrai que ce costume de la prostitution est un petit peu lourd à porter. Le costume du michetonnage paraît plus transitoire, ou le costume de l'escorte paraît plus transitoire et va vers quelque chose. Et c'est pour ça qu'on utilise vraiment leurs termes. Mais on parle bien de prostitution, on parle bien de la même chose. Alors on va essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête de ces adolescentes. On va réécouter le témoignage de Léa. Léa a 15 ans, écoutez-la. À côté de l'hôtel où on était, il y a eu un espèce de centre commercial qui était très bien d'ailleurs. On est parti faire du shopping et voilà. On s'est dit, après l'effort, le réconfort. Parce que moi, c'est ce que je me suis dit, ah bah c'est bon, je vais pouvoir acheter mes vêtements toute seule. Comme une grande, quoi. Les filles, elles peuvent te dire ça, ah bah je vais pouvoir me faire mes faux ongles toute seule. Je peux demander à maman qu'elle me passe de l'argent, tout ça. Je vais me débrouiller toute seule, comme une grande fille, en fait. J'étais dans un autre monde, je pensais pas, je me rendais pas compte que mes parents étaient inquiets pour moi, tout ça. Je pensais pas forcément à ça. Gisèle Georges, c'est quand même désarmant ce qu'on entend de Léa. Elle veut juste faire la grande, comprendre ce qui se passe dans la tête et dans le corps d'une adolescente. Ça permet quand même de comprendre ce qu'elle dit? Complètement. Elle le dit avec ses mots. Quand elle a commencé, elle avait 13 ans. Et 13 ans, c'est un peu compliqué. On a un développement cognitif qui est encore au stade, on dit concret, c'est-à-dire un stade enfantin. Et la bascule, et c'est pour ça qu'après 15 ans, c'est un peu différent, on atteint un autre stade qui permet de prendre du recul par rapport à ce que je fais. Au tout départ, je suis dans l'instantané. Oh bah tiens, je peux me faire mes ongles et je peux faire comme une grande et toute seule. Et finalement, qu'est-ce qu'on dit aux enfants qui arrivent en 6e? Ben voilà, t'es une grande, maintenant tu peux aller tout seul à l'école, tu fais tes devoirs toute seule, tu vas pouvoir rentrer tout seul à la maison et je t'offre aussi un téléphone que tu vas pouvoir utiliser toute seule. Et en fait, elle répète... parce que c'est une enfant, des choses apprises de notre société, sauf qu'il y a un moment où ça bascule et toute seule, en fait, ils ont encore besoin d'un encadrement. Oui, elle apprend de notre société, mais la société apprend quand même pas à des adolescentes de 12-13 ans qu'on fait une fellation en échange d'une coque de téléphone. C'est pas la société qui apprend ça quand même. La nôtre, non. Celle des jeunes peut être je te prends ton téléphone, je te le vole et je te le rends contre échange de faveurs sexuelles. Ça peut être je te harcèle et ton cartable, si tu veux pas qu'il finisse dans les toilettes, je vais te demander des faveurs sexuelles. Ça peut être ma petite chérie, je suis très amoureux de toi. Peut-on se transmettre des échanges de sextos où tu vas te montrer nu pour bien me prouver que tu m'aimes. Ce qu'il y a d'étonnant, c'est quand on regarde les études, l'âge du premier rapport ne bouge pratiquement pas depuis des années, c'est-à-dire qu'il est aux alentours de 17 ans en gros. Est-ce que ça veut dire que ces adolescentes ne mesurent pas qu'effectivement l'acte sexuel vrai, il se passera qu'à 17 ans? Exactement, vous avez vraiment tout bien compris, c'est-à-dire que aujourd'hui, il y a deux sortes d'activités. Il y a une activité sexuelle, j'ai un corps sexué, j'ai une activité sexuelle, mais je fais l'amour vers 16-17 ans. C'est-à-dire qu'en fait, physiologiquement, le corps est pubère, prépubère, donc il est mécaniquement prêt pour une sexualité reproductive, mais il n'est pas du tout prêt en termes d'hormones pour le plaisir, la sensualité de ce corps. Et donc, en fait, ce qu'il se passe souvent aussi, moi j'ai des retours de prostitution, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai des enfants
qui, vers 16-17 ans, ont un premier rapport sexuel consenti, bénéfique, dans la bienveillance avec un petit ami, et réalisent à ce moment-là que c'est ça, faire l'amour, et que ce qui s'est passé avant, et que les copines avaient dit « tu dois faire ceci, ceci, cela », rien à voir avec la réalité. Et quand on fait les études et qu'on dit aux gens « premier rapport sexuel », ce dont ils se souviennent, c'est de celui-là. Et ils n'osent pas parler des, je dirais, galipettes ou autres. Non, mais du coup, ça peut être très violent de réaliser ce qu'elles ont fait. Exactement. Et il y a aussi, parfois, elles ont accepté, elles ont aussi une sensation de viol par rapport aussi à ce qui a pu se passer avant. C'est-à-dire que dans une soirée, on leur a demandé de faire telle et telle chose. Toute la soirée le fait. C'est pour ça, c'est le code social aussi des enfants de leur âge. Ne sous-estimez pas la réputation, la nécessité de m'intégrer coûte que coûte. Alors, il n'y a peut-être pas de l'argent, mais j'ai besoin de troquer mon corps en échange de l'intégration dans un groupe, en échange de l'amitié, en échange d'une reconnaissance. Et donc, dans un second temps, quand j'arrive à cette maturité, je vous dis, de développement cognitif, je réalise que j'ai été abusée. Je réalise que ces codes sociaux étaient pas bons pour moi. Et c'est souvent là que je les vois, parce que là, elles décompensent et elles sont pas bien. Oui, moi, ce que je voulais rajouter par rapport à ce que dit Gisèle, c'est qu'au fond, et là, je parle vraiment aux parents, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, nous, d'ailleurs, la petite Léa était symbolique de ça, Océane aussi, c'est que ça fait aujourd'hui partie des comportements à risque de l'adolescent. C'est-à-dire que c'est pas que les fellations dans les toilettes, c'est cette idée de se mettre en scène avec leurs textos entre copines, parce qu'elles le font souvent à plusieurs, et qu'à partir de 12 ans et demi, 13 ans, c'est vraiment l'âge de l'adolescence. Donc là, ce qu'elles font, c'est juste un jeu. Voilà. Et c'est dit dans le reportage. Ça veut dire qu'elles se considèrent... Ça commence comme un jeu. Voilà. Et elles se considèrent pas comme des victimes au départ. Pas du tout. C'est un jeu entre copines. Et puis après, on se fait embarquer. Et embarquer par des gens qui, il faut quand même le dire, sont embusqués. Les fameux petits proxénètes, là, avant, ils vendaient de la drogue dans banlieue. Maintenant, ils ont réalisé que c'était beaucoup moins risqué de mettre des gamines dans les circuits Airbnb et hôtels, parce qu'au fond, elles sont consentantes. C'est vrai qu'au début, elles sont consentantes. Et que c'est un jeu. Et qu'à partir de ce moment-là, elles tombent dans un piège après. Elles tombent dans un piège redoutable, l'alcool, le cannabis et compagnie. Et là, elles n'ont plus le choix pour en sortir. Donc, je pense que ne nous abritons pas derrière les fellations dans les toilettes. C'est un phénomène qui va être beaucoup plus important que ça. Oui. Alors moi, je voulais rebondir sur deux choses. Je vais essayer de faire vite parce que je suis une grande bavarde. Sur la notion du consentement. Quand on a une jeune fille qui nous explique qu'elle part dans un hôtel avec son petit copain, elle savait pertinemment, donc elle a 15 ans, elle savait pertinemment ce qu'ils allaient faire. Ils n'allaient pas regarder la télé. Et puis qu'elle se retrouve dans cette chambre. Lorsqu'elle arrive, il y a 4 gros bonhommes aussi dans cette chambre, qui sont les copains du petit ami. Et le petit ami lui dit, à un moment donné, si tu m'aimes, va falloir que tu me le montres. Et il va falloir que tu me le montres aussi en donnant ce que tu allais me donner à moi, à mes potes. Cette jeune fille, elle nous explique, j'ai pas dit non. Donc, moi, je lui retourne la question en lui demandant, mais est-ce que tu avais la possibilité de dire non à ce moment-là ? Moi, je ne pense pas qu'elles aient la capacité, même au niveau de leur peur, elles aient la capacité de se retrouver dans cette chambre-là, toutes seules, à 15 ans, et de pouvoir dire non à 5 grands bonhommes qui sont là, qui sont en attente. Donc la question du consentement, elle est aussi un petit peu tirée par les cheveux. Je vais même être un peu trash. Pour moi, c'est du viol, très clairement. Même s'il y a la question de la majorité sexuelle, etc. Alors, la société a quand même aujourd'hui un rôle par rapport à ce qu'elle peut diffuser sur les écrans, notamment vis-à-vis de ces jeunes filles. Ces jeunes filles, elles s'identifient quand même à leurs nouvelles héroïnes qui est de la télé-réalité. Partout, on voit des corps de femmes. Il y a la notion de femme-objet, d'un corps qui leur appartient pas. Il appartient à tout le monde, mais pas à eux. Tout à l'heure, on parlait de rap et de musique. La michetonneuse, elle est quand même décrite comme l'élite des femmes, une élite indétrônable. Donc elles ont plutôt une bonne image d'elles-mêmes ? Au début, oui. Au début, c'est la période de lune de miel, comme le disait Armelle. Il y a une période où elles ont un sentiment d'être les filles les plus fortes du monde, de pouvoir tout contrôler, et un réel sentiment de pouvoir.
sur l'autre, notamment sur l'homme. Donc, la société a quand même sa part de responsabilité aujourd'hui par rapport à ce qu'on renvoie, nous, aux filles, avec tout l'accès sur le pornographique, etc. Enfin, voilà, il faut aussi que ce soit entendu à un moment donné. Est-ce que les jeunes filles que vous accompagnez, elles ont le sentiment, elles, de maîtriser leur vie? C'est ce qu'elles vous disent aussi ou pas? Alors, au départ, elles ont vraiment l'impression de maîtriser. Moi, elles me disent régulièrement, mais madame, ne vous inquiétez pas, je gère. C'est la phrase type qui nous fait tilt et qui nous dit je gère. Je gère quoi? Mais je gère pas grand-chose. Mais voilà, elles ont vraiment cette sensation. La relation, elle tourne après. Mais au départ, elles ont vraiment ciblé leur lover boy, parce qu'elles sont follement amoureuses. Elles peuvent le dire clairement comme ça. Et puis, elles ont l'impression qu'elles le mènent, voilà. Mais ça brille vite. Ceci dit, elles ne disent ni oui, ni non. Je voudrais juste rajouter que quand même la loi, parce que ce consentement et cette majorité sexuelle, stop. La loi dit que la prostitution des mineurs est interdite. Voilà. Et cette histoire de majorité sexuelle à 15 ans, on a beaucoup entendu parler et on va encore entendre parler de l'âge du consentement. Je voudrais juste qu'on repense que notre rôle, notre société doit protéger ces enfants tant qu'ils sont enfants, c'est-à-dire jusqu'à 18 ans. Même si elles se déclarent consentantes, et c'est une bonne façon, je dirais, pour beaucoup de professionnels, je ne vais pas les citer, de dire qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Elles sont consentantes, elles sont consentantes. Oui, mais elles sont mineures. Voilà, elles sont mineures. On va regarder un témoignage, mais c'est vrai qu'on est très étonnés dans le documentaire et on va y revenir. Cet homme de la brigade qui dit je suis là pour faire respecter la loi, pas la morale. Ben si, justement, la loi, c'est ça, justement, à respecter. Alors, effectivement, face à ces jeunes filles qui tombent dans la prostitution, on se demande ce que font les parents. La première réaction, ça serait de les rendre responsables, c'est confortable. Voilà un nouvel extrait du documentaire, on va y réagir juste après. C'est le témoignage de Valérie. Lorsque sa fille Louisa avait 14 ans, elle a cru à une crise d'adolescence avant de se rendre à l'évidence. Lorsque j'avais fait mes déclarations donc, pour fugue ou disparition inquiétante au commissariat, j'étais la plupart du temps confrontée à des gens qui me disaient écoutez, elle y va volontairement, voilà, elle y va volontairement, on ne peut rien faire. Ils prenaient donc la plainte pour disparition inquiétante, mais ils ne faisaient rien parce que pour eux, elle y allait volontairement. J'ai vu que rien ne bougeait, donc j'ai décidé de le faire moi-même, finalement, ce travail. J'ai dû mettre un mouchard dans le téléphone de ma fille, donc pour pouvoir la localiser et pouvoir recevoir ses messages et savoir ce qui se passait réellement. En fait, j'ai fait le travail de la police. Au commissariat, j'ai été reçue par un policier. Je lui ai montré donc des textos de ma fille qu'elle avait envoyés. Donc j'avais des preuves sur papier, etc. Il a regardé, il m'a dit écoutez, madame, votre fille, je suis désolée, mais c'est une pute, faut vous y faire. Hein. Donc là, je suis repartie en pleurant. Je veux dire, si la police peut pas m'aider, qu'est-ce que je peux faire moi, quoi? C'est difficile d'imaginer le désarroi de ces parents, ces mères. Vous les entendez, vous les accompagnez? Alors écoutez, à chaque fois, j'ai la même émotion parce que je les trouve admirables. Moi, ces mamans, elles font un travail dingue. Hein, les mouchards sur les téléphones de leurs enfants, se prendre les portes dans la figure quand elles disent aidez-moi, j'y arrive pas. Donc, effectivement, c'est tout à fait nouveau. On a décidé d'ouvrir des groupes de parole à la CPE, donc tous les mois, et on s'aperçoit, évidemment, on n'a pas de solution à leur donner, hein, par de dire on va vous aider, on va vous aider. Mais de les écouter déjà, de pouvoir partager avec les autres, d'entendre les autres s'exprimer sur cette même souffrance, parce qu'elles sont dans une solitude absolument incroyable. Comme on le disait tout à l'heure, ça ne se raconte pas, ces histoires-là, autour de soi, mais ça impacte toute la famille. C'est terrifiant parce que c'est les mamans qui souffrent, les papas essayent d'accompagner, on voit plus souvent de mamans que de papas, il faut bien le dire, mais les frères et sœurs souffrent aussi, enfin je veux dire, ça impacte tout le monde. Donc ces groupes de parole que nous faisons, le prochain est, je crois, le 3 mai, mais voilà, il y en a tous les mois à la CPE, et là vraiment il y a de plus en plus de demandes de parents qui déjà ont besoin d'échanger entre elles pour se renforcer un petit peu en se disant j'ai raison de me battre et il ne faut pas que j'abandonne et il faut que j'arrive à convaincre que ma fille n'est pas qu'une pute, c'est une victime de la société. Oui, et dans ces groupes de parole, puisque j'ai la chance d'y participer, c'est vrai qu'on voit bien que cet espace qui est donné aux parents leur permet aussi de déposer la honte de la société. Bien sûr. Parce qu'on voit bien tout ce que les parents se prennent dans la figure, c'est à la fois très douloureux et il y a en plus la honte de la représentation de cette fille qu'on n'a pas su tenir ou qu'on a
soi-disant laisser partir ou laisser agir. Et c'est vrai que de pouvoir poser, d'avoir un espace pour le dire, même si on n'a pas forcément de solution immédiate, d'avoir cet espace pour le dire, excessivement apaisant pour les parents et puis soutenant parce qu'ils se rendent compte que ils sont plusieurs en fait. La honte, on la comprend quand on entend ce policier dire à cette mère que il faut qu'elle accepte que sa fille est une prostituée. C'est d'une violence terrifiante. Oui. On a beaucoup de parents aussi, quand ils vont déposer une 14e déclaration de fugue, on leur dit « mais il n'y a plus besoin ». Alors que c'est quand même la loi qui puisse être en capacité de déclarer leur enfant en fugue. On leur tient des discours qui parfois sont complètement inadaptés et on ne se sent pas entendu, même en tant que professionnel. Il y a aussi une notion que moi j'ai appris grâce au service de police, qui est la notion de chèvre. Une chèvre, c'est une jeune fille mineure qu'on laisse dans un réseau, qu'on va mettre sur écoute, et c'est elle qui va aider à démanteler le réseau et à faire tomber le gros poisson. C'est ce qui intéresse les services de police aujourd'hui. C'est le gros poisson. Mais à côté de ça, on laisse, nous, notre jeune fille, dans la difficulté, dans ce réseau. Et c'est pas entendable. Pour nous, c'est pas entendable. Effectivement qu'on aimerait que tous les réseaux soient démantelés et que tous les proxénètes puissent être jugés et purgés de longues peines. Mais nous, ce qu'on veut aussi, à l'instant T, c'est qu'on aille chercher cette jeune fille et qu'on la sorte de là-dedans. C'est pas du tout le discours des services de police. Oui, je vous redonne... Juste pour illustrer ça, là, nous, on se porte partie civile dans des procès. Et ces procès, là, j'en ai eu 2 dans les 15 jours qui viennent de se passer, c'est exactement ce qui est en train d'être décrit. C'est-à-dire, c'est la sœur qui s'est aperçue que sa petite sœur s'est prostituée, qui a fait l'assaut déjà pour aller dénoncer, pour aller porter plainte. Une autre affaire où c'est les Lovers Boys, c'est-à-dire 5 petits proxénètes qui avaient leurs copines, qui recrutaient aussi leurs copines. Et ça, c'est des procès qui font qu'après, ça y est, une fois qu'il y a ce procès, le problème n'est pas réglé. Mais au moins, on a mis le doigt sur quelque chose où on va pouvoir, tous ensemble, aider ces enfants, les parents. Voilà. Donc, les procès qu'on a en cours, c'est pas les gros réseaux, hein. C'est effectivement des mini-réseaux. Ces parents, vous les entendez, ils se posent des questions sur ce qu'ils ont raté, pas expliqué, pas dit? Voilà, c'est exactement comme ça qu'ils viennent, les pauvres. Et c'est un peu la réaction, et je suis sûre que certaines personnes, en regardant le reportage aujourd'hui, ont dû se dire « mais c'est pas possible, c'est des parents qui sont laxistes, qui savent pas, qui ont pas pu, qui ont pas su ». Non, je suis désolée, c'est de la faute de personne et c'est de la faute de tout le monde. Ça nous renvoie tous, en tant qu'adultes, quelle que soit notre profession, sur un échec de protection de nos mineurs. Ce sont des enfants dont l'enfance a été violentée, a été bafouée, a été agressée. Et je parle d'enfance et je voyais sur le plateau, moi je raisonne en termes d'enfants parce que cognitivement ils ont un niveau enfantin. Vous parlez d'adolescents, c'est pas facile avec un enfant de 6e, 5e qui a un tout petit bout de bonne femme. Elle aussi, elle se pose la question. Est-ce que je m'habille encore comme une enfant? Est-ce que je dois aller dans les codes de la jeune femme? Elle est tiraillée, elle cherche son image et c'est cette inquiétude par rapport à son image qui va faire qu'elle risque de se lancer dans des conduites à risque pas bonnes pour son image et qu'elle va dire qu'elle contrôle ou qu'elle gère. J'aime bien votre expression parce que c'est vraiment ça. Je gère, je sais, j'ai vu, j'ai entendu. Mais en pratique, elle ne gère rien du tout, si ce n'est de comment m'accepter dans une glace et comment me faire accepter par mes autres. Vous parlez d'enfance, on a des systèmes de protection de l'enfance dans notre pays. C'est une faille de ces systèmes? Non. Non. Je pense que c'est pas une faille. Je pense que on a mis énormément de temps avant d'en parler. Moi, je connais le sujet du michetonnage et donc de tous les risques prostitutionnels depuis 2007, à peu près. Il y a eu quelque chose qui a bouillonné et j'en ai de plus en plus parlé. Et finalement, en mettant les mots, j'ai rencontré de plus en plus de professionnels qui étaient confrontés en fait à la même chose, sans pouvoir le nommer parce qu'on ne savait pas trop ce que c'était. Est-ce que c'était de la prostitution? Est-ce que c'était juste seulement une conduite à risque? Et qu'est-ce que c'était réellement? Parce que ces professionnels, ils ne sont pas forcément formés à ça. Non. Pas du tout. Non. Et puis en plus, la réalité, c'est que les conduites prostitutionnelles, c'est juste une partie du problème. Parce que les conduites prostitutionnelles amènent aussi d'autres problématiques. Elles amènent les addictions, la rupture familiale, parce que
les cellules familiales sont complètement détruites. Les ruptures scolaires, les tentatives de suicide, les troubles alimentaires divers, ce n'est juste qu'une petite partie. Et les grossesses de mineurs. Actuellement, ce que je peux dire sur la protection de l'enfance, c'est qu'effectivement, elles sont protégées, elles sont dans nos services. Mais comment protéger sur du long terme des jeunes filles qui fuguent à répétition et qui sortent d'elles-mêmes de notre système? La complexité, c'est que tout travailleur social d'aujourd'hui se retrouve dans la difficulté de l'accompagnement de ces jeunes filles. Il n'y a pas de structure spécifique encore pour accueillir ces jeunes filles. On se dit quand même il faut essayer d'aider les parents. Comment les parents doivent parler de la sexualité à leurs enfants? Qu'est-ce qu'ils doivent faire aujourd'hui? Alors, d'abord, il faut en parler et en parler de plus en plus tôt. C'est-à-dire qu'avant, ils en parlaient en 3e. Là, il faut, je dirais que comme on prépare le cartable de la rentrée de 6e, il faut aborder ce que l'enfant va rencontrer. C'est-à-dire des propositions de sexe, de tabac, de drogue, il faut l'aborder et pas se dire, c'est ce que m'ont dit souvent les parents, j'ai jamais imaginé qu'en 6e, je devrais affronter ça. Et dans le témoignage, on entend souvent, ça a commencé en 6e, 5e, et effectivement, il faut l'affronter et il faut l'aborder dès l'entrée en 6e. Ça fait partie du bagage que l'enfant doit connaître. Alors, il faut aussi informer, de façon très importante, le plaisir, le respect de son propre corps. Et qu'est-ce que ce corps va être dans l'échange avec l'autre? Et que les jeunes filles, il faut surtout leur apprendre à qu'elles soient respectées. Je propose aux parents de regarder la télé-réalité avec eux, et d'expliquer aux enfants que le mot réalité, c'est pas la réalité, que c'est pas parce qu'on va balancer son petit corps devant un homme que c'est ça l'amour, que c'est ça la réalité. Donc peut-être discuter, dire voilà, moi je te donne ma version des choses, moi je veux que la personne qui t'aime, elle te respecte, et te respecter, c'est respecter tes idées, et c'est avant tout respecter ton corps, et qu'à aucun moment elle ne te fasse quelque chose qui ne te fait pas plaisir, qui ne t'est pas franchement agréable, ou t'as pas envie de dire un vrai oui. Bien sûr. Oui, moi ce que je voulais rebondir là-dessus, et je adhère complètement, et je vais même encore plus loin, pour les parents, leur dire, n'attendez pas que vos enfants vous posent la question, comme on faisait avant, elle n'est pas prête, je vais voir, je vais attendre. Non, je pense que ce que tu évoques, c'est dès la maternelle, l'altérité, mon corps m'appartient, j'ai le droit de dire non, il y a des gestes que je ne veux pas. Parce que si on aborde ça qu'en 6e, 5e, si j'ose dire, c'est trop tard. C'est des sujets qu'on peut aborder très, très élégamment. Il y a maintenant plein de bouquins. Oui, il y a plein de livres Canada, pour je veux dire, on aider, fait ça depuis belle lurette, notre guide pédagogique, on s'était inspiré des méthodes canadiennes. Et il faut quand même rappeler aux parents que l'école, et je ne jette pas la pierre à l'école, les enseignants, on leur demande de faire tellement de choses, mais il n'empêche que dès l'école primaire, il y a 3 séances qui sont normalement consacrées à cette éducation sexuelle et affective. Parents, hors les enseignants, ils n'osent pas trop aborder parce qu'effectivement, une collectivité, 30 élèves, on ne sait pas si certains est prêt, l'autre pas. Les parents doivent le faire. Et doivent le faire d'autant plus que, je le répète, il faut le faire très tôt et très gentiment. C'est pas quelque chose d'agressif. On ne parle pas de prostitution, évidemment, avec des enfants d'âge maternel, voire même du primaire. Mais on les protège. Effectivement, on les protège. Et il faut absolument les protéger. Et je pense que la parole des parents, elle est très, très utile, compte tenu de ce foisonnement de porno et autres choses qui tournent autour des enfants et qui leur bousillent la tête et le cœur. Oui, je voudrais dire aussi que, alors, effectivement, les parents ont leur rôle à jouer, et vraiment, moi, je prône aussi l'éducation à la sexualité. Alors, je vais le mettre entre guillemets, parce qu'évidemment qu'on n'aborde pas la relation sexuelle, on n'aborde pas la prostitution dès la maternelle, mais vraiment, moi, j'ai testé, voilà, de l'éducation à la sexualité en maternelle. Ça fonctionne, on repère ce qu'est son corps, le plaisir de son corps, le plaisir de le protéger aussi, et de repérer aussi les personnes ressources. Ça, c'est essentiel. Après, pour les enseignants, c'est vrai qu'ils ne sont pas forcément hyper formés sur la santé sexuelle et sur la façon de parler
d'éducation à la sexualité. Mais dans les écoles, les cours qui sont prévus, c'est bien souvent fait par les profs de SVT qui ne sont pas formés pour ça, hein, qui pas n'ont pas du tout. été... C'est la reproduction, qui on mais demande de faire ça, mais c'est pas leur... l'appareil génital, la ça. reproduction et quid de la santé sexuelle au sens large. Du coup, l'idée, c'est vraiment de s'appuyer sur les structures ou les professionnels ou d'autres soignants qui peuvent à un moment donné les accompagner dans cette démarche-là, parce que c'est vrai qu'une classe de 30, c'est compliqué, et parler de ce thème reste encore tabou dans notre société, encore un petit peu. Je peux ajouter deux choses très simples. En fait, les parents savent très bien faire, mais il y a ce tabou. Il faut qu'ils lèvent le tabou. C'est-à-dire que quand on explique à un enfant qu'il faut se laver, qu'il faut se baigner, qu'il faut manger, c'est juste, tu protèges ton corps. Quand tu mets un bonnet parce qu'il fait froid, protège ton corps, protège-toi. C'est vrai qu'il y a 30 ans, on se disait, comme on n'osait pas en parler, on se disait, bon, mais de toute façon, les enfants, ils en parleront dans la cour d'école avec les copains. C'est juste plus possible, quoi. C'est juste plus possible parce que la cour d'école, il y a des outils immédiats qui sont arrivés et qui sont hautement toxiques et hautement dangereux. Donc, il vaut mieux que on connaisse ces outils médias et qu'on en discute avec, cette fois-ci, l'enfant qui est en 6e, 5e, parce qu'on ne va pas discuter de la même chose. Donc, les parents aussi sont tiraillés. Jusqu'où je dois aller, pas aller. J'ai envie de dire, soyez naturels, simplement présentez le corps sexué comme vous présentez un corps qui doit se protéger, qui doit aller bien. Je t'enseigne, moi, parent, qu'il faut te laver les dents pour avoir des belles dents, pas forcément pour pas aller chez le dentiste. Vous voyez, donc pour ça, il faut quand même sortir du tabou et de l'idée que ça ne concerne que certaines personnes et pas toutes les familles, en fait. Et effectivement, puisqu'on parle des enseignants, on parle des parents, on parle de tous ceux qui, normalement, devraient se sentir concernés, on a aussi parlé des professionnels. Moi, j'ai entendu le discours qui a été tenu tout à l'heure et qu'on a un peu entendu aussi via les associations. Les professionnels, il faut vraiment les aider aussi, hein, je pense, franchement, qu'on a mis au point un guide pour les aider. On fait des formations, on est en train de lancer des formations. D'ailleurs, à partir de choses, des pièces de théâtre, des choses comme ça, pour essayer de dédramatiser et de leur dire, regardez, et on voit comment les professionnels réagissent. Aujourd'hui, on est en 2018, c'est encore compliqué pour des adultes et des professionnels qui sont quand même confrontés à des ados. Donc, normalement, on en parle de la sexualité, même quand ça ne se parle pas à la maison. Oui, mais on en parle à 15-16 ans. Oui, mais pour le coup, on a encore des adultes et des professionnels qui ont du mal à aborder la question de la sexualité, qui ont en plus un vocabulaire qui est complètement inadapté à ces jeunes. Pour la plupart... Mais attendez, vous continuez aujourd'hui, vous en parlez autour de vous. Les parents continueront, une majorité, de dire « Mais non, à 12 ans, ma fille, elle n'a jamais regardé de porno. » Et bien sûr que non. Peut-être il y a des enfants qui le font, mais bien sûr que non. Mais ça reste extrêmement généralisé, cette façon de se comporter. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc c'est les parents aussi qui doivent ouvrir... bien sûr, on doit former les professionnels, mais les parents, il faut qu'ils ouvrent les yeux. Oui, aussi. Il y a du travail. Alors, il y a du boulot, parce que du coup, on éduque nos enfants aussi avec ce qu'on a reçu, etc., etc. Les mœurs à l'époque avaient énormément de mal à parler de la sexualité. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, encore, on a du mal à parler de la sexualité. Et on a un vocabulaire qui n'est pas du tout adapté aux jeunes. Quand un professionnel demande à une jeune « T'as déjà fait une fellation ?» et qu'elle vous dit non. Mais est-ce que tu sais ce que c'est? Ben non. Parce que c'est pas du tout le vocabulaire qu'ils emploient entre eux. Enfin, je veux dire, moi, j'invite le garçon de 17 ans à dire à une fille, excuse-moi, est-ce que tu peux me faire une petite fellation? Tu seras sympathique. Ça n'existe pas. Mais ça fait partie de la formation aussi. Exactement. Oui, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes se forment quand même. Alors vous dites les parents, comment, mais ma fille, j'ai jamais accès. Non, mais c'est pas un jugement. On sait très bien ce qui se passe effectivement sur leur petit téléphone portable et qu'ils le veuillent ou non, ils ont accès au porno. Oui. Et là où il y a un vrai souci, c'est que les parents eux-mêmes n'ont pas cette culture porno. Hein. Ils l'ont pas. Ben non, aller regarder des films porno pour commencer à se mettre au niveau de sa gamine ou de son fils, c'est une démarche un peu compliquée. Mais il se trouve quand même que quand on parle du vocabulaire des enfants qui n'a plus rien à voir avec le vocabulaire que nous, on employait
voyez jeune, fait que, voilà, c'est aujourd'hui, il y a cette espèce de rupture. J'encourage pas les parents à aller tous regarder du porno à la vie. Mais je voudrais quand même qu'ils soient conscients que leurs enfants vont pas aller leur raconter tout ce qu'ils ont vu sur le téléphone du copain, hein, voire sur leur propre téléphone. Donc il faut aussi faire cette démarche. Oui, ce que disait Gisèle Georges, effectivement, aussi de regarder la télé-réalité avec eux, même si on dit que ça n'a aucun intérêt, voilà, de se mettre à leur portée. Que tout ça, c'est technique quand même. Le porno, c'est très technique. Et l'affectif, voilà. Donc les performances du porno, etc., c'est pas là-dessus que va porter les discussions que les parents auront avec leurs enfants. Il faut bien expliquer que c'est du cinéma, que c'est technique et que l'affectivité, tout ce que tu as évoqué, c'est autre chose. Voilà. Et c'est très joli comme sujet à aborder. Voilà. Donc en attendant effectivement que la société lève ce tabou et que tout le monde soit formé, les parents ont un rôle très important à jouer. Alors, je vais vous dire, j'en prends ma part de responsabilité. C'est vrai que dans ma profession aussi, où on est censé aider un petit peu les parents et les enfants, moi, dans ma formation, j'avais 4 questions systématiquement que je posais, mais à l'époque, je les posais plutôt à 15-16 ans. Maintenant, je les pose tout de suite. C'est sexe, tabac, drogue. Et la question, c'est pas est-ce que tu te drogues, c'est combien tu prends de joints par semaine, c'est-à-dire que je pars d'une réalité. Oui. Dans tes pratiques sexuelles, qu'est-ce que tu fais, combien tu bois, c'est quoi la façon de boire. Donc vous découvrez qu'en soirée, c'est le binge drinking, qu'en soirée... Donc, et maintenant, vous posez ces questions à 12 ans. Et je les ai toujours posées, mais je les pose à 12 ans. Et donc, il faut savoir poser les questions et ne pas avoir peur des réponses. Parce que quand on a les réponses, bah oui, je me prostitue, bah là, je rejoins Armel, je fais quoi ? Bien sûr. Mais c'est important, effectivement, que les parents soient conscients, effectivement, de cette évolution importante. Merci beaucoup à toutes les 4 d'avoir participé à cette émission, qu'il sera possible évidemment de revoir, ainsi que le documentaire Jeunesse à vendre sur le site France TV. Moi, je vous donne rendez-vous mercredi prochain à partir de 20h50 pour une nouvelle émission du Monde en face. Passez une très bonne fin de soirée sur France 5 avec tout de suite le magazine C'est dans l'air. À la semaine prochaine. Au revoir.